La vallée des femmes perdues. Au cours de sa brève association avec Bélite, Conan a reçu le surnom d'Amra, le lion. Ce surnom ne le quittera plus jusqu'à la fin de ses jours. Bélite a été le premier grand amour de sa vie. Après la mort de celle-ci, il ne sillonnera plus les mers durant de longues années. Il préfère s'élancer vers l'intérieur des terres. C'est ainsi qu'il fait la connaissance des guerriers Bamula, la première tribu noire à l'accepter en son sein. En l'espace de quelques mois, il se bat, intrigue et fait son chemin. Il devient le chef de guerre des Bamula, dont la puissance grandit rapidement sous sa poigne énergique. Partie 1. Le grondement des tambours et la stridence des trompes creusées dans des défenses d'éléphants étaient assourdissants. Pourtant, aux oreilles de Livia, le tumulte n'était qu'un murmure confus, indistinct et lointain. Allongée sur l'Angareb, dans la grande hutte, elle luttait contre ses cauchemars, passant du délire à la semi-inconscience. Les sons et les mouvements du dehors atteignaient à peine ses sens. Tout son être mental, bien qu'hébété et chaotique, était concentré avec une certitude hideuse sur la forme de son frère, nu et se tordant, tandis que le sang ruisselait au bas de ses cuisses frissonnantes. Sur un fond irréel et indistinct de formes et d'ombres vagues, se confondant et s'agitant d'une façon démentielle, cette forme blanche se découpait avec une netteté impitoyable, horrible. L'air semblait encore palpiter, transpercé par un cri d'agonie, auquel se mêlait et se fondait d'une manière obscène un bruissement de rire démoniaque. Ses sensations et sa conscience n'étaient plus celles d'un individu distinct et séparé du reste du cosmos. Elle était noyée dans un immense abîme de douleur. Elle-même n'était pas plus que de la douleur cristallisée, ayant pris un corps de chair. Elle était étendue, sans aucune pensée ni mouvement conscient, tandis que, au dehors, les tambours battaient, les corps mugissaient. Des voix barbares beuglaient des chants hideux, suivant la cadence des pieds qui martelaient le sol dur et des paumes ouvertes qui s'entrechoquaient doucement. Pourtant, une conscience individuelle finit par apparaître au sein de son esprit pétrifié. L'étonnement vague, qu'elle fût saine et sauve physiquement, se manifesta en elle. Elle accepta ce miracle, sans en remercier les dieux. L'affaire semblait sans importance. Agissant machinalement, elle se redressa, s'assit sur l'Angareb et lança un regard éteint autour d'elle. Ses extrémités commencèrent à remuer faiblement, comme sous l'impulsion de centres nerveux sortant d'un long sommeil, encore incertain. Ses pieds nus effleurèrent le sol de terre battue. Ses doigts se crispèrent nerveusement sur la courte tunique, son seul vêtement. D'une manière impersonnelle, elle se souvint que, autrefois, cela semblait lointain, très lointain, des mains brutales avaient arraché ses autres vêtements de son corps. Elle avait sangloté de terreur et de honte. À présent, cela paraissait étrange. Un fait aussi insignifiant causait un si grand chagrin. L'importance de l'outrage et du déshonneur était relative, après tout, comme chaque chose. La porte de la hutte s'ouvrit. Une femme entra. Une créature élancée. Son corps souple de panthère luisait comme de l'ébène poli. En guise de vêtement, un pagne de soie enserrait ses reins. Le blanc de ses yeux réfléchit la lueur du feu au dehors, comme elle les roulait dans leurs orbites avec une intention malveillante. Elle apportait un plateau en bambou où était disposée de la nourriture. Tranches de viande fumante, ignames grillés, farineux, miches de pain indigène, et un vase en or martelé contenant de la bière Yaranti. Elle posa le tout sur l'Angareb. Livia ne lui prêta aucune attention. Assise, elle fixait d'un air stupide le mur opposé, tendu de nattes de bambou. La jeune indigène éclata de rire. Ses yeux noirs et ses dents blanches brillèrent. Avec un sifflement d'une obscénité remplie de haine et une caresse moqueuse, encore plus grossière que ses paroles, elle fit demi-tour et sortit de la hutte en ondulant lentement. Le mouvement de ses hanches exprimait une insolence sarcastique, comme aucune femme civilisée n'aurait pu le faire, même en proférant des insultes. Ni les paroles de la fille, ni ses gestes n'avaient troublé la surface de la conscience de Livia. Toutes ses sensations étaient toujours tournées vers l'intérieur de son être.
En raison de la vivacité de ses images mentales, le monde invisible ressemblait pour elle à une perspective irréelle de fantômes et d'ombres. Machinalement, elle mangea la nourriture et but la bière, sans savourer ni l'une ni l'autre. Ce fut toujours machinalement qu'elle se leva enfin et traversa la hutte, d'un pas incertain, pour regarder par un interstice dans les bambous. Le timbre des tambours et des corps s'était brusquement modifié. Ce changement agit sur une partie obscure de son esprit, et lui en fit rechercher la cause, sans aucune volonté consciente. Tout d'abord, elle ne comprit pas ce qu'elle voyait. Tout était chaotique et nébuleux. Elle apercevait des formes qui bougeaient, et se mélangeaient, se tordaient et se contorsionnaient. Des blocs sombres, indéfinis, qui se découpaient fortement sur un fond rouge sang, brillant par intermittence. Puis, action et forme revêtirent leur signification et leur dimension propre. Elle distingua des hommes et des femmes. Ils allaient et venaient à proximité des feux. La lumière rouge se reflétait sur les parures d'argent et d'ivoire. Des plumes blanches ondoyaient sur les flammes étincelantes. Des formes nues gesticulaient et dansaient. Des silhouettes se découpaient sur les ténèbres, frangées d'écarlate. Sur un siège d'ivoire, flanqué de géants coiffés de plumes et ornés de ceintures en peau de léopard, était assise une forme énorme, obèse, abyssale, ressemblant à un crapaud immonde. Elle exhalait les miasmes de la jungle putride, les remugles des marécages envahis par la nuit. Les mains potelées de la créature étaient posées sur la courbe obscène de son ventre lisse. Sa nuque était un bourrelet de graisse, qui semblait pousser sa tête ronde en avant. Ses yeux étaient comme des charbons ardents au sein d'une masse bouffie et noire. Leur vitalité terrifiante démentait l'inertie apparente de ce corps répugnant. Comme le regard de la jeune fille se posait sur cette silhouette, son corps se raidit, tout son être se crispa. Une vie frénétique déferla à nouveau en elle. Jusqu'ici automate privée d'intelligence, elle se changea soudain en un être de chair et de sang, frissonnant de vie, piqué et brûlé par les sensations qui irradiaient à travers son corps. La douleur fut noyée par une haine si intense que celle-ci se transforma à son tour en douleur. Elle sentit son corps se hérisser et se durcir, comme s'il se changeait en acier. La haine s'écoulait d'une manière presque tangible le long de sa ligne de vision. Elle eut l'impression que l'objet de cette haine allait s'écrouler de son siège, reine mort, foudroyé par sa violence. Si Bajuge, roi de Bacala, éprouva un quelconque malaise en raison du regard brûlant de haine que lui lançait sa captive, il n'en montra rien. Il continuait à bourrer sa bouche de crapauds, de pleines poignées de farineux, puisé dans un plat que lui tendait une femme agenouillée près de lui. Tout en s'empiffrant, il regardait en direction d'une large allée qui venait de s'ouvrir au milieu de ses sujets, comme ceux-ci s'écartaient vivement sur le côté. Livia comprit confusément qu'un personnage important allait bientôt apparaître au bas de cette allée, bordée par la multitude noire et ruisselante de sueur. En effet, la clameur des tambours et des corps s'était accentuée, presque insoutenable. Comme elle regardait, ce personnage survint. Une colonne de guerriers, marchant par trois de front, s'avança vers le siège d'ivoire. Ils formaient des rangées épaisses de plumes ondoyantes et de lances étincelantes, serpentant à travers la foule bigarrée. À la tête des lanciers d'ébène s'avançait à grands pas une silhouette. À sa vue, Livia sursauta violemment. Son cœur menaça de s'arrêter, puis se remit à battre, cognant comme un marteau de forge. Sur cet arrière-plan de masse noire, l'homme se détachait avec une netteté surprenante. Il portait, comme les hommes le suivant, un pagne en peau de léopard et une coiffe de plumes, mais c'était un blanc. Sa démarche n'était pas celle d'un subordonné ou d'un porteur de suppliques. Le silence tomba sur la foule, comme il s'arrêtait devant la forme blottie sur le tabouret en ivoire. Livia perçut la tension, bien qu'elle ignorât au juste ce qu'elle annonçait. Un instant, Bajuge resta assis, tendant vers le haut son cou trop court, ressemblant à une énorme grenouille. Puis, comme s'il agissait malgré lui, contraint par le regard d'acier de l'autre, il se leva lourdement de son siège et se tint debout, balançant sa tête rasée d'une manière grotesque. À l'instant même, la tension fut rompue.
Un formidable cri fut poussé par les villageois massés sur la place. Sur un geste de l'étranger, ces guerriers brandirent leurs lances et adressèrent un salut retentissant au roi Bajuge. Livia comprit que cet homme, quelle que fût son origine, devait être très puissant dans ce pays sauvage. Bajuge de Bacala s'était levé pour l'accueillir, et la puissance signifiait le prestige militaire, car la violence était la seule chose que respectaient ces races cruelles. En conséquence, Livia resta les yeux collés à l'interstice dans la paroi de la hutte, à observer l'étranger. Ces guerriers s'étaient mêlés au Bacala. Ils dansaient, festoyaient et buvaient de la bière à longs traits. Lui-même, avec quelques-uns de ses capitaines, avait pris place auprès de Bajuge et des personnages importants de Bacala. Jambes croisées sur des nattes, il était occupé à se gorger de nourriture et à s'enivrer. Elle vit ses mains plongées dans les marmites comme les autres. Elle vit son visage disparaître dans le pot de bière, dans lequel Bajuge buvait également. Elle nota néanmoins qu'on le traitait avec le respect dû à un roi. Comme il n'avait pas de siège, Bajuge renonça au sien et s'assit sur les nattes avec son hôte. Lorsqu'un nouveau pot de bière fut apporté, le roi de Bacala but quelques gorgées, et le passa aussitôt à l'homme blanc. La puissance. Toute cette courtoisie cérémonieuse indiquait la puissance, la force, le prestige. Livia trembla d'excitation, tandis qu'un plan insensé se formait rapidement dans son esprit. C'est pourquoi elle observait l'homme blanc avec une intensité douloureuse, enregistrant son apparence dans ses moindres détails. Il était grand. Rares étaient les gens noirs à le surpasser par la taille ou la robustesse. Ses mouvements avaient l'aisance souple d'une panthère. Lorsque la lueur des feux se reflétait dans ses yeux bleus, il s'embrasait d'une flamme azurée. Des sandales à lanière haute protégeaient ses pieds. De son large ceinturon pendait une épée dans un fourreau de cuir. Son apparence était peu familière à Livia, inconnue même. Elle n'avait jamais vu quelqu'un lui ressemblant. Pourtant, elle n'essaya pas de trouver à quelle race il appartenait, parmi toutes celles composant l'humanité. Il lui suffisait que sa peau fût blanche. Les heures passaient. Peu à peu, le tumulte des ripailles décrut. Hommes et femmes sombraient dans le profond sommeil que procure l'ivresse. À la fin, Bajuge se leva en titubant et fit un geste des mains. C'était moins le signe qu'il mettait fin aux réjouissances qu'un aveu de reddition. Il se retirait de cette compétition insensée, dont le vainqueur serait celui qui mangerait et boirait le plus. Il chancela. Ses guerriers le soutinrent et le portèrent jusqu'à sa case. L'homme blanc se leva à son tour. Apparemment, il était en excellente forme, en dépit de la quantité incroyable de bière qu'il venait d'absorber. Il fut escorté jusqu'à la hutte des invités par ceux des chefs des Bacala encore en état de marcher. Il disparut à l'intérieur de la hutte. Livia remarqua qu'une douzaine de ses lanciers prenaient place, montant la garde à proximité de la bâtisse. De toute évidence, l'étranger ne prenait aucun risque, et ne se faisait pas d'illusions sur l'amitié de Bajuge. Livia parcourut le village du regard. Celui-ci ressemblait vaguement à une nébuleuse nuit du jugement, avec ses rues sinueuses, jonchées d'ivrognes. Elle savait que des hommes en pleine possession de leurs facultés gardaient le baume extérieur, mais les seuls hommes éveillés qu'elle vit dans le village étaient les lanciers disposés autour de la hutte de l'étranger. Certains d'entre eux commençaient même à incliner la tête et à s'appuyer sur leurs lances. Son cœur martelant ses côtes, elle se glissa vers la porte de sa prison et sortit de la hutte, passant près du garde endormi et ronflant que Bajuge avait attaché à ses pas. Telle une ombre ivoirine, elle parcourut rapidement l'espace, séparant sa hutte de celle occupée par l'étranger. Rampant sur les mains et les genoux, elle se dirigea vers le dos de la bâtisse. Un gigantesque noir était accroupi à cet endroit, sa tête ornée de plumes affaissées sur ses genoux. Elle le contourna sans bruit, s'approchant de la construction. On l'avait d'abord enfermé dans cette hutte. Une étroite ouverture dans la paroi, dissimulée du côté interne par une natte, allait favoriser sa dérisoire et pathétique tentative d'évasion. Elle trouva l'ouverture et glissa son corps souple vers l'intérieur, se contorsionnant et écartant la natte de l'autre côté. La lueur des feux n'éclairait qu'imparfaitement l'intérieur de la case. Alors même qu'elle repoussait la natte, elle entendit un juron étouffé,
sentit ses cheveux comme serrés dans un étau, et fut tiré brutalement par l'ouverture, se retrouvant brusquement dans la pièce. Quelque peu surprise par la soudaineté de ce qui lui arrivait, elle recouvra bientôt ses esprits, et rejeta en arrière ses cheveux ébouriffés, qui l'empêchaient de voir. Elle leva les yeux, et elle aperçut l'homme blanc. Celui-ci se dressait au-dessus d'elle. Sur son visage sombre et couvert de cicatrices se lisait la stupéfaction. Il tenait à la main son épée nue. Ses yeux flamboyaient, tels des feux maléfiques. Pourtant, elle n'aurait su dire si c'était sous l'effet de la colère, de la méfiance ou de l'étonnement. Il parla dans une langue qu'elle ne comprit pas. Ce langage n'était pas le dialecte guttural des Noirs, mais n'avait rien de civilisé. « Oh, je vous en prie !» supplia-t-elle. « Pas si fort, ils vont entendre !»« Qui es-tu » demanda-t-il. Il parlait l'ophirien avec un accent barbare. « Par Crom ! Si je m'attendais à trouver une blanche dans ce pays de démons !»« Je m'appelle Livia, » répondit-elle. « Je suis la prisonnière de Bajuge. Oh, écoutez-moi, je vous en prie, écoutez-moi. Je ne puis rester ici très longtemps. Je dois retourner à ma hutte avant qu'ils ne s'aperçoivent de ma disparition. Mon frère... » Un sanglot l'étouffa, puis elle poursuivit. « Mon frère était Tétélès. Nous appartenions à la maison de Chelcus, une famille ophirienne de nobles et de savants. Par permission spéciale du roi de Stygie, mon frère fut autorisé à se rendre à Ketchata, la cité des magiciens, pour étudier leurs arts. Je l'accompagnais, car c'était encore un enfant, mon cadet. » Sa voix hésita et se brisa. L'étranger ne disait rien, l'observant de ses yeux brûlants, le visage sévère et indéchiffrable. Quelque chose de sauvage et d'indompté en lui effrayait Livia, la rendait nerveuse et incertaine. « Les Kushites ont effectué un raid sur Ketchata, » reprit-elle avec précipitation. « Nous approchions de la ville. Nous voyagions avec une caravane de marchands. Nos gardes ont pris la fuite et les pillards nous ont emmenés avec eux. Ils ne nous ont pas maltraités, nous faisant savoir qu'ils demanderaient aux Stygiens une rançon en échange de notre liberté. Hélas, l'un des chefs voulait s'approprier toute la rançon, sans partager avec les autres. Une nuit, lui et ses partisans nous enlevèrent. Quittant le camp, ils nous emmenèrent, fuyant vers le sud, jusqu'aux frontières de Couche. Là, ils furent attaqués et mis en pièces par un groupe de guerriers, de Bacala. Tétélès et moi-même avons été conduits dans cet antre de bêtes. » Elle eut un sanglot convulsif. « Ce matin, mon frère a été châtré, découpé vif et massacré sous mes yeux. » Elle suffoqua. Un instant, ses souvenirs la quittèrent. « Ils ont donné son corps en pâture aux chacals. Combien de temps suis-je restée inconsciente? Je l'ignore. » Les mots lui manquèrent. Elle leva les yeux vers le visage sombre de l'étranger. Une fureur démentielle monta en elle. Elle leva ses poings et frappa en vain sur la poitrine robuste. Il n'y fit guère plus attention qu'à un bourdonnement d'une mouche. « Comment pouvez-vous rester ainsi, comme une brute sans conscience ?» Son murmure n'était qu'un sifflement rauque et affreux. « N'êtes-vous donc qu'un animal comme les autres? Ah, Mitra! Autrefois je pensais que les hommes avaient une certaine conception de l'honneur. À présent je sais que chacun a son prix. Vous, que savez-vous de l'honneur? De la miséricorde ou de la courtoisie? Vous êtes un barbare comme les autres. Certes, votre peau est blanche, mais votre âme est aussi noire que la leur. Vous ne vous souciez nullement qu'un homme de votre race ait été honteusement mis à mort par ses porcs, que je sois leur esclave. Très bien. » Elle s'écarta de lui. « Je vous paierai, n'ayez crainte, » s'écria-t-elle avec violence, arrachant sa tunique et découvrant ses seins d'albâtre. « Ne suis-je pas belle? Ne suis-je pas plus désirable que ces catins indigènes? Ne suis-je pas digne que l'on verse le sang pour m'obtenir? Une vierge à peau blanche ne vaut-elle pas un massacre? Tue ce chien noir de Bajuge. Exauce mon souhait. Voir sa tête exécrée rouler dans la poussière ensanglantée. Tue-le! Tue-le! » Elle frappait ses poings l'un contre l'autre dans son exaltation fébrile. « Ensuite tu pourras me prendre et faire de moi ce qu'il te plaira. Je serai ton esclave. » Il ne répondit pas tout de suite. Il restait immobile, telle une silhouette gigantesque plongée dans ses rêves de massacre et de destruction, caressant le pommeau de son épée. « Tu parles comme si tu étais libre de te donner à ta guise, » dit-il, « comme si le don de ton corps avait le pouvoir de faire chanceler des trônes. Tu es bas juge pour t'obtenir? Dans ce pays, les femmes n'ont pas plus de valeur que des bananiers.
Leur bonne ou mauvaise volonté importe tout aussi peu. Tu t'estimes à un prix trop élevé. Si je te voulais, je n'aurais même pas besoin de combattre Bajuge pour te prendre. Il préférerait te donner à moi plutôt que de me poser un refus. » Livia poussa une exclamation. Tout le feu qui l'embrasait quitta son corps. La case fut prise de vertige devant ses yeux. Elle chancela et s'effondra sur un angareb, forme pitoyable et brisée. Une amertume hébétée broyait son âme. Elle prenait brutalement conscience de sa situation désespérée et de son impuissance extrême. L'esprit humain s'accroche inconsciemment aux valeurs et aux idées familières, même dans un environnement et dans des conditions entièrement différentes, sans rapport avec le contexte ordinaire, auquel de telles valeurs et idées sont adaptées. En dépit de tout ce qu'elle venait de vivre, Livia avait instinctivement supposé que le consentement d'une femme serait un argument décisif dans la partie qu'elle se proposait de jouer. Elle était abasourdie. Elle venait de comprendre qu'absolument rien ne dépendait d'elle. Elle ne pouvait pas déplacer les hommes comme des pions dans un jeu. Elle-même n'était qu'un pion sans défense. Je comprends ma stupidité. Il était absurde de supposer qu'un homme vivant dans cette partie du monde agirait conformément aux règles et aux coutumes qui ont cours dans une autre partie du monde, murmura-t-elle d'une voix faible, à peine consciente de ce qu'elle disait. En fait, c'était seulement un faible écho de la pensée qui se faisait en jour en elle et l'anéantissait. Accablée par ce nouveau tour du destin, elle resta allongée, immobile, jusqu'à ce que les doigts d'acier du barbare blanc se referment sur son épaule et l'obligent à se relever. « Tu as dit que j'étais un barbare, » fit-il d'une voix rauque, « et c'est la vérité. Chrome en soit remercié. Si tu avais été défendu par des hommes originaires des pays sauvages, au lieu de pantins sans courage, amollis par la civilisation, cette nuit tu ne serais pas l'esclave de ce porc. Je suis Conan, le Cimérien, et je vis par le tranchant de cette épée. Pourtant je ne suis pas un chien, au point de laisser une femme entre les griffes d'une brute. Je suis un voleur pour les tiens. Pourtant je n'ai jamais forcé une femme contre sa volonté. Les coutumes diffèrent selon les régions, mais si un homme est assez fort, il peut imposer certaines des coutumes de son pays n'importe où. Et aucun homme ne m'a jamais traité de lâche. Si tu avais été aussi vieille et hideuse que le vautour chéri du démon, je t'aurais néanmoins arraché à Bajuge, simplement du fait de ta race. Or tu es jeune et belle, et j'ai tellement connu de souillons indigènes que j'en suis écœuré. Je jouerai cette partie à ta façon, uniquement parce que certains de tes instincts correspondent à certains des miens. Retourne dans ta case. Bajuge est trop ivre pour te rendre visite cette nuit, et je veillerai à ce qu'il soit occupé demain. La nuit prochaine, c'est le lit de Conan que tu réchaufferas, et non celui de Bajuge. Comment procéderas-tu? Elle tremblait, en proie à des émotions contradictoires. As-tu d'autres guerriers que ceux-là? Ils sont suffisamment nombreux, grogna-t-il. Des Bamulas. Chacun d'eux a été nourri aux mamelles de la guerre. Je suis venu ici à la demande de Bajuge. Il veut que je me joigne à lui pour attaquer Jihili. Ce soir, nous avons festoyé. Demain, nous tenons conseil. Lorsque j'en aurai fini avec lui, il tiendra conseil en enfer. Tu vas violer la trêve? Dans ce pays, les trêves sont faites pour être violées, répondit-il farouchement. Il a l'intention de violer la trêve conclue avec Jihili. Et une fois que nous aurons ensemble mis la ville à sac, il cherchera à se débarrasser de moi à la première occasion, lorsque je ne serai pas sur mes gardes. Ce qui, dans un autre pays, serait la perfidie la plus noire, est considéré ici comme de la sagesse. Je ne me suis pas frayé un chemin, seul, jusqu'à occuper la position de chef de guerre des Bamulas, sans avoir appris toutes les leçons qu'enseignent les royaumes noirs. À présent, regagne ta hutte et dors. N'oublie pas que c'est à Conan, et non à Bajuge, que tu réserves ta beauté. Partie 2. Par l'interstice dans la paroi de bambou, Livia regardait, tremblante, les nerfs tendus à craquer. Toute la journée, depuis leur réveil tardif, l'air endormi et marqué par leur débauche de la nuit précédente, hommes et femmes avaient préparé les réjouissances pour la nuit à venir. Toute la journée, Conan le Cimérien n'avait pas quitté la case de Bajuge. Ce qui s'était passé entre eux, Livia ne pouvait le savoir. Elle avait pris sur elle pour dissimuler son excitation à la seule personne à entrer dans sa hutte, la jeune et vindicative indigène qui lui apportait à manger et à boire. Mais cette ribaude effrontée
était encore trop abruti par ses libations de la nuit précédente pour remarquer un quelconque changement dans le comportement de sa captive. À présent, la nuit était tombée à nouveau. Les feux éclairaient le village. Une fois de plus, les chefs sortirent de la hutte du roi et prirent place pour festoyer et tenir un dernier conseil de pure forme. Cette fois, il n'y avait pas autant de bière à boire. Livia remarqua que les Bamula convergeaient discrètement vers le cercle formé par les chefs de guerre et les personnages importants de Bacala. Elle aperçut Bajuge et, assis en face de lui, séparé par les pots de nourriture, Conan. Ce dernier riait et bavardait avec Aja, le gigantesque chef de guerre de Bajuge. Le Cimérien était occupé à ronger un énorme os de bœuf. Alors qu'elle observait, Livia le vit regarder par-dessus son épaule. Comme si c'était le signal convenu d'avance, tous les Bamula tournèrent leur regard vers leur chef. Conan se leva, toujours souriant, comme pour prendre de la nourriture dans un pot. Aussi rapide qu'un chat sauvage, il asséna à Aja un terrible coup avec l'os de bœuf. Le chef de guerre de Bacala tomba lourdement, le crâne fracassé. Instantanément, un hurlement terrifiant fendit les cieux. Les Bamula passaient à l'action, tels des panthères assoiffées de sang. Des bassines de nourriture furent renversées, ébouillantant les femmes accroupies. Des parois de bambou cédèrent sous l'impact de corps qui s'étreignaient sauvagement. Des cris d'agonie déchirèrent la nuit, étouffés et dominés par les stridents « Yé, yé, yé !» des Bamula pris d'une fureur démentielle. Leurs lances teintées d'écarlate reflétaient la lueur des feux. Bacala devint une maison de fous, puis un abattoir sanglant. L'action des Bamula paralysa les infortunés villageois par sa soudaineté. L'idée d'une attaque lancée par leurs hôtes n'avait jamais effleuré leurs esprits. La plupart des lances se trouvaient dans les huttes. Nombre de guerriers étaient déjà à moitié ivres. La chute d'Aja fut un signal pour les lames brillantes des Bamula. Elles plongèrent dans une centaine de corps pris au dépourvu. Ensuite ce fut un massacre. L'œil collé à son Judas, Livia était figée sur place, aussi blanche qu'une statue. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière et serrés à deux mains contre ses tempes, en une grappe nouée. Ses yeux étaient dilatés, tout son corps rigide. Les hurlements de douleur et de rage frappaient ses nerfs torturés comme un impact physique. Les formes qui se tordaient et frappaient devinrent troubles devant elle, puis surgirent à nouveau, avec une horrible netteté. Elle vit des lances s'enfoncer dans des corps noirs parcourus de spasmes, au milieu de jets de sang. Elle vit des massues se lever et s'abattre brutalement sur des têtes. Des tisons ardents furent dispersés à coups de pied, lançant des étincelles. Celles-ci volèrent vers les toits de chaume. Les huttes, bientôt, prenaient feu. L'incendie se propagea rapidement. Des cris exprimant de nouvelles souffrances, indicibles, s'élevèrent. Des hommes et des femmes étaient jetés vivants à l'intérieur des cases en flammes. La puanteur de la chair grillée imprégna l'air, s'ajoutant au relent de sueur et à l'odeur écœurante du sang fraîchement versé. Les nerfs à vif de Livia cédèrent. Elle se répandit en cris, poussant des hurlements stridents de souffrance. Ceux-ci se perdirent dans le grondement des flammes et du massacre. Elle se martela les tempes avec ses poings serrés. Sa raison chancelait. Ses cris se changèrent en des éclats de rire hystériques, encore plus effrayants. En vain essayait-elle de garder présent à l'esprit le fait que c'étaient ses ennemis qui mouraient d'une manière aussi horrible. Tout se déroulait conformément à ses espoirs les plus fous et au plan ourdi par elle. Ce sacrifice effroyable était la juste réparation des préjudices subis par elle et les siens. Une terrible panique la maintenait sous son emprise irraisonnée. Elle ne ressentait aucune pitié envers les victimes qui mouraient sous ses yeux, massacrées et transpercées par les lances inondées de sang. Sa seule émotion était une peur aveugle, nue, folle, au-delà de toute raison. Elle voyait Conan. Sa forme blanche se détachait sur les noirs. Elle voyait son épée étinceler et les hommes tomber autour de lui. À présent, une grappe humaine contournait un feu. Au sein des corps qui se frappaient et se déchiquetaient, elle entrevit une forme obèse et trapue, aux contorsions immondes. Conan plongea dans la mêlée et disparut à sa vue, caché par les silhouettes noires qui se tordaient. Du groupe monta un glapissement suraigu, insupportable. La foule s'entr'ouvrit un instant. Elle eut la vision fugitive et horrible d'une forme grotesque, couverte de sang,
chancelant et essayant vainement de fuir. La foule se referma et l'acier étincela au sein de la cohue, tel un éclair traversant le crépuscule. Un aboiement de bête s'éleva, terrifiant par son exultation primitive. La haute silhouette de Conan se frayait un chemin à travers l'essaim de noir. Ils se dirigèrent vers la hutte où était tapie la jeune fille. Il tenait à la main une relique. Les flammes lancèrent des reflets rougeâtres sur la tête tranchée du roi Bajuge. Les yeux noirs, vitreux à présent et sans vie, étaient révulsés. La mâchoire pendait mollement, dessinant un rictus stupide. Des gouttes de sang arrosaient abondamment le sol. Livia recula en poussant un gémissement. Conan avait payé le prix demandé, et venait réclamer son dû, apportant l'horrible témoignage de la tâche accomplie. Il allait poser sur elle ses doigts couverts de sang. Il la serrerait contre lui, écraserait ses lèvres contre les siennes, brûlant encore de la joie du massacre. À cette idée, elle fut prise de délire. Avec un cri, Livia traversa la case en courant et se jeta contre la porte. Celle-ci s'ouvrit violemment. Elle s'élança au dehors, courant entre les huttes, fantôme blanc et fugitif, au sein d'un royaume d'ombres noires et de flammes écarlates. Quelque obscur instinct la conduisit vers l'enclos où étaient gardés les chevaux. Un guerrier était en train d'ôter les barres séparant l'enclos du boma central. Il poussa un cri d'étonnement. Elle passa comme une flèche près de lui. Il tendit la main vers elle, et ses doigts se refermèrent sur le col de sa tunique. D'un mouvement éperdu, elle se dégagea, laissant le vêtement dans sa main. Les chevaux s'ébrouèrent et s'enfuirent à son approche, la frôlant et renversant le guerrier dans la poussière. Les coursiers, des purs sang cushites splendides, étaient déjà affolés par le feu et l'odeur du sang. Elle saisit au hasard une crinière volant dans le vent près d'elle, fut soulevée du sol, heurta à nouveau la terre de ses orteils, bondit, se hissa et se cramponna à l'encolure tendue du cheval. Fou de peur, le troupeau s'élança à travers le village livré aux flammes. Les Noirs, ahuris, eurent la vision fugitive et fantastique de la jeune fille, entièrement nue, s'accrochant à la crinière d'un cheval galopant à la vitesse du vent. Les cheveux blonds de la cavalière étaient dénoués et flottaient librement. L'étalon fila comme l'éclair droit vers le boma, fit un bond prodigieux et disparut dans la nuit. Partie 3. Livia était dans l'impossibilité de guider sa monture. D'ailleurs, elle n'en ressentait pas le besoin. Les hurlements et les lueurs de l'incendie disparaissaient rapidement derrière elle. Le vent agitait sa chevelure et caressait ses membres nus. Elle avait seulement conscience d'une nécessité hébétée, se cramponner à la crinière de son cheval et le laisser galoper, jusqu'au bout du monde et même au-delà, loin de toute souffrance, du chagrin et de l'horreur. Le pur sang galopa durant des heures, atteignant le faîte d'une crête éclairée par les étoiles. Alors il broncha et fit tomber sa cavalière, la projetant violemment à terre. Elle heurta un sol mou. L'herbe épaisse amortit sa chute. Elle resta étendue un instant, à moitié assommée, entendant confusément sa monture s'éloigner rapidement. Lorsqu'elle se releva en titubant, la première chose qui la frappa fut le silence. Un silence presque tangible, à la douceur de velours, tellement agréable après la stridence et le rugissement incessant des cors et des tambours barbares. Ceci la rendait folle depuis des jours. Elle leva les yeux vers les grandes étoiles aux scintillements blanchâtres amassés dans le ciel obscur. La lune était invisible. La clarté stellaire illuminait le paysage, bien que d'une façon illusoire, formant des grappes d'ombre inattendues. Elle se trouvait sur un tertre herbu, d'où les pentes s'éloignaient en ondoyant doucement. Dans une direction, à l'horizon, elle apercevait une ligne d'arbres denses et sombres, indiquant une forêt lointaine. Ici, il y avait seulement la nuit et le silence, comme plongé dans un rêve, et une brise légère soufflait parmi les étoiles. Le paysage semblait vaste et endormi. La chaude caresse de la brise lui fit prendre conscience de sa nudité. Elle s'agita, mal à son aise, passant ses mains sur son corps. Elle perçut alors l'abandon de la nuit et l'inflexibilité de la solitude. Elle était seule. Elle se trouvait sur une hauteur. Il n'y avait rien à voir autour d'elle. Rien, excepté la nuit et le vent au doux chuchotement.
Elle se réjouit soudain de la nuit et de sa solitude. Il n'y avait personne pour la menacer, l'empoigner et poser sur elle des mains brutales et avides. Elle regarda devant elle et vit que la pente descendait vers une large vallée. Là-bas, des feuillages épais ondoyaient au vent. La lueur des étoiles se reflétait sur de nombreux petits objets éparpillés et disséminés sur tout le fond du vallon. Sans doute s'agissait-il de grandes fleurs blanches. Cette pensée fit surgir en elle un vague souvenir. Les Noirs lui avaient parlé d'une vallée, et leur peur était évidente, où avaient fui les jeunes filles d'une race étrange à la peau brune. Ce peuple avait habité la région avant la venue des ancêtres des Bacala. Là-bas, disaient les Noirs, elles s'étaient changées en fleurs blanches, avec l'aide des anciens dieux, pour échapper à leurs poursuivants. Aucun indigène n'osait se risquer au fond du vallon. Livia, elle, se risquerait dans cette vallée. Elle allait suivre ces pentes herbues, dont la douceur veloutée caressait ses pieds. Elle resterait et vivrait là-bas, parmi les fleurs blanches au majestueux ondoiement. Aucun homme ne poserait jamais plus ses mains brutales sur elle. Conan avait dit que les pactes étaient faits pour être rompus. Elle allait rompre celui qui la liait aux Cimmériens. Elle irait dans la vallée des femmes perdues. Elle se perdrait dans la solitude et le silence. Tandis que ses pensées vagues, empreintes d'une mélancolique rêverie, flottaient à travers sa conscience, elle commença à descendre les pentes douces. Les flancs de la falaise se dressaient de plus en plus de chaque côté. Les pentes étaient si douces que lorsqu'elle se tint au fond de la vallée, elle n'eut pas le sentiment d'être prisonnière des falaises abruptes. Tout autour d'elle flottaient des océans d'ombre. De grandes fleurs blanches s'inclinaient et murmuraient vers elle. Choisissant une direction au hasard, elle écarta les feuillages de ses mains délicates, prêtant l'oreille au chuchotement du vent parmi les frondaisons. Elle ressentit un plaisir enfantin en entendant le léger clapotis d'un ruisseau invisible. Elle marchait comme au sein d'un rêve, en proie à une étrange chimère. Une seule pensée se présentait constamment à son esprit. Ici elle était en sûreté, à l'abri de la brutalité des hommes. Elle se mit à pleurer, mais c'étaient des larmes de joie. Elle s'allongea à plat ventre sur le sol et saisit l'herbe molle à pleine poignée, comme si elle voulait serrer contre son sein son refuge si récent et le garder là, pour toujours. Elle cueillit des pétales de fleurs et en fit une guirlande qu'elle posa sur ses cheveux blonds. Leur parfum était en harmonie avec tout ce qui se trouvait dans la vallée, propice aux rêves, subtil, enchanteur. C'est ainsi qu'elle arriva dans une clairière, au milieu de la vallée. Elle aperçut une grande pierre, comme taillée par des mains humaines, ornée de fougères, de plantes et de couronnes de fleurs. Elle s'arrêta pour la contempler. Le mouvement et la vie l'entourèrent. Se retournant, elle vit des silhouettes surgir des zones d'ombre plus denses. Des femmes brunes et élancées, au corps nu et souple. Des fleurs ornaient leur chevelure noire comme la nuit. Telles des créatures de rêve, elles s'approchèrent et l'entourèrent sans prononcer un seul mot. Pourtant, elle fut prise de terreur en voyant leurs yeux. Ils étaient lumineux et brillaient sous la lueur stellaire, et n'étaient pas humains. Les formes étaient humaines, mais un étrange changement s'était opéré dans leurs âmes, un changement que reflétaient leurs yeux étincelants. La peur submergea Livia comme une vague. Le serpent dressait son horrible tête dans le paradis qu'elle venait de découvrir. Elle ne pouvait fuir. Les femmes brunes et souples l'entouraient. L'une d'elles, encore plus belle que les autres, s'approcha silencieusement de la jeune fille, tremblante de peur, et l'enlaça dans ses bras délicats et lisses. Son souffle exhalait le même parfum que les fleurs blanches, s'inclinant gracieusement sous la clarté stellaire. Ses lèvres pressèrent celles de Livia, en un long et terrifiant baiser. L'Ophirienne sentit un froid mortel la pénétrer et irradier dans ses veines. Semblable à une statue de marbre blanc, elle restait figée entre les bras de sa ravisseuse, privée de parole et de mouvement. Des mains rapides et douces la soulevèrent et la couchèrent sur la pierre de l'autel, parmi un lit de fleurs. Les femmes brunes se prirent par la main, formant un cercle. Elles se mirent à danser avec légèreté autour de l'autel, en une cadence grave et mystérieuse. Jamais le soleil ou la lune ne contemplèrent une pareille danse. Les grandes étoiles devinrent encore plus blanches, et brillèrent d'un éclat accru, comme si la noire sorcellerie de ses pas
obtenait une réponse de la part des choses cosmiques et élémentaires. Un chant s'éleva lentement. En comparaison, le murmure du ruisseau lointain était plus humain. Un bruissement de voix, ressemblant au chuchotement des fleurs qui ondoyaient sous les étoiles. Livia était allongée sur la pierre, consciente mais incapable de bouger. Il ne lui vint pas à l'esprit de douter de sa raison. Elle ne cherchait pas à raisonner ou à analyser. Elle existait, et ces étranges créatures dansant autour d'elle existaient également. Cette sourde compréhension de l'existence et l'évidence de la réalité de ce cauchemar prirent possession d'elle, tandis qu'elle était étendue sur l'autel, impuissante. Ses yeux étaient levés vers le ciel, encombrés d'étoiles, d'où, elle le savait d'une manière étrange, avec une certitude dépassant la simple connaissance des mortels, quelque chose allait descendre vers elle. Comme cela était descendu, il y avait des éons, pour faire de ces femmes, nues et brunes, les créatures sans âme qu'elles étaient à présent. Au début, très haut dans le ciel, elle aperçut un point noir parmi les étoiles. Ce point grandit, grossit. Cela se rapprochait. Cela se gonfla, prit l'apparence d'une chauve-souris. Cela grandissait toujours sans que sa forme change pour autant, du moins pas dans des proportions notables. Cela planait au-dessus d'elle, au sein des étoiles, tombait droit vers la terre en déployant ses ailes, recouvrait Livia de son ombre. Autour d'elle, le chant montait et s'enflait, se transformait en un péant triomphal, vibrant d'une joie impie. C'était le salut aux dieux qui venait prendre cette nouvelle victime sacrifiée en son honneur, aussi fraîche qu'une fleur dans la rosée de l'aube. À présent, l'entité était exactement au-dessus de Livia. Son âme frémit et se glaça à la vue de la créature. Ses ailes ressemblaient à celles d'une chauve-souris. Son corps et le visage nébuleux qui la fixait ne ressemblaient à rien qui existât sur la terre, dans la mer ou dans le ciel. Elle comprit qu'elle contemplait l'horreur ultime, une souillure cosmique venue des gouffres de l'espace aussi noire que la nuit, comme n'auraient jamais pu en concevoir même les rêves les plus délirants d'un homme frappé de déraison. Brisant les liens invisibles qui la réduisaient au silence, elle poussa un cri effroyable. Un grondement sourd et menaçant lui répondit. Elle entendit le martèlement de pas rapides sur le sol. Il se produisit tout autour le tourbillon d'eau impétueuse. Les fleurs blanches s'agitèrent furieusement. Les femmes à la peau brune disparurent. Au-dessus d'elle, planait la grande ombre ténébreuse. Elle aperçut se précipiter vers elle une grande silhouette blanche dont les plumes ondoyaient sous les étoiles. « Conan !» Ce cri s'échappa involontairement de ses lèvres. Avec un hurlement féroce et inarticulé, le barbare bondit dans les airs, frappant vers le ciel. Son épée flamboya sous la lueur des étoiles. Les grandes ailes noires se levèrent et retombèrent. Livia, rendue muette par l'horreur, vit l'ombre noire recouvrir et envelopper le cimérien. Le souffle de l'homme devint rauque et oppressé. Il marchait sur les fleurs blanches, les piétinant, les écrasant, les enfonçant dans la terre battue. L'impact déchirant de ses coups se répercutait dans la nuit. Il était secoué d'avant en arrière, comme un rat pris entre les mâchoires d'un chien. Le sol était éclaboussé d'écarlate. Le sang se mêlait aux pétales blancs, épars, formant comme un tapis. Aux yeux de la jeune fille, cette bataille démoniaque ressemblait à un cauchemar. Elle vit la créature aux ailes noires chanceler et faiblir dans les airs. Il y eut un battement sourd d'ailes mutilées. Le monstre se dégagea brutalement et prit son essor. Bientôt, il se confondait avec les étoiles et disparaissait en leur sein. Son vainqueur titubait, pris de vertige, jambes écartées. Il leva vers le ciel des yeux hagards, étonnés par sa victoire, prêt à poursuivre l'horrible combat s'il le fallait. Un instant plus tard, Conan s'approchait de l'autel, pantelant et perdant du sang à chaque pas. Sa robuste poitrine se soulevait, luisante de sueur. Le sang ruisselait sur ses bras, coulant de ses blessures au cou et aux épaules. Il toucha la jeune femme et le charme qui la retenait captive fut brisé. Elle se redressa sur son séant et se glissa au pied de l'autel, fuyant le contact de sa main. Il s'appuya contre la pierre, abaissant les yeux vers Livia, tandis qu'elle se recroquevillait à ses pieds. « Des hommes t'ont vu quitter le village, cramponné à l'encolure d'un cheval, dit-il. J'ai suivi tes traces dès que cela m'a été possible, et retrouvé ta piste. Pourtant, la guerre était facile à la lueur des torches.
Je suis arrivé à l'endroit d'où ton cheval t'avait jeté à terre. À ce moment, les torches avaient entièrement brûlé, et l'herbe n'avait pas conservé l'empreinte de tes pieds nus. Pourtant, j'ai compris que tu étais descendu dans la vallée. Il ne pouvait en être autrement. Mes hommes ont refusé de m'accompagner. Je suis venu seul, à pied. Quelle est cette vallée de démons? Quelle était cette créature? Un dieu, chuchocha-t-elle. Les Noirs m'en avaient parlé. Un dieu venu de très loin, et d'il y a très longtemps. Un démon des ténèbres extérieures, grogna-t-il. Oh, cela n'a rien d'extraordinaire. Ils sont aux aguets, aussi nombreux que des mouches, à proximité de la ceinture de lumière qui entoure ce monde. J'ai entendu les sages de Zamora discuter à leur propos. Certains trouvent leur chemin jusqu'à la terre. Ce faisant, ils doivent revêtir une forme de chair et de sang. Un homme comme moi, armé d'une épée et de taille à affronter n'importe quel adversaire infernal ou humain. Je ne crains pas les crocs et les griffes. Viens, mes hommes m'attendent à l'entrée de la vallée. Elle était accroupie à ses pieds, immobile, incapable de trouver ses mots pendant qu'il lui adressait un regard sombre. Puis elle parla. C'est toi que je fuyais. J'avais prévu de te duper. Je n'avais aucune intention de tenir la promesse que je t'avais faite. Je t'appartenais selon le marché conclu entre nous. Pourtant, je comptais bien t'échapper si cela m'était possible. Punis-moi à ta guise. Il secoua la sueur et le sang de ses cheveux, puis rengaina son épée. « Relève-toi » grommela-t-il. « C'était un marché déloyal. Je ne regrette pas ce chien noir de bas-juge, et tu n'es pas une catin que l'on achète ou que l'on vend. Les coutumes des hommes varient selon les pays. Néanmoins, un homme n'est pas obligé de se comporter en porc où qu'il se trouve. J'avais réfléchi à la question, et compris ceci. En t'obligeant à respecter ton accord, je me comporterai exactement comme si je te prenais de force. De plus, tu n'es pas assez forte pour ce pays. Tu es une enfant des villes, des livres et des mœurs civilisées. Ce n'est aucunement de ta faute, mais tu mourrais rapidement si tu vivais la vie que je mène. Je vais te conduire jusqu'à la frontière stygienne. Les Stygiens te ramèneront chez toi, en Ophir. Elle leva les yeux et le regarda fixement, comme si elle avait mal compris. « Chez moi ?» répéta-t-elle machinalement. « Chez moi, en Ophir? Revoir les miens? Retrouver les villes, les tours, la paix, ma maison ?» Soudain, des larmes jaillirent de ses yeux. S'affalant, elle serra dans ses bras les genoux du Cimérien. « Crom! Allons, jeune fille !» grogna Conan embarrassé. « Ne fais pas ça! Tu imagines peut-être que je te fais une faveur en te chassant de ce pays à coups de pied? Ne t'ai-je pas expliqué que tu n'étais pas une femme convenable pour le chef de guerre des Bamula?